en a qui disent que les patates, c'est très bon avec les tomates, les haricots, les choux farcis, c'est bon avec des salsifis. Moi qui ne fais pas de démonstration, je m'écris quand vient la saison. Ah les petits pois, les petits pois, les petits pois, c'est un légume bien tendre. Ah les petits pois, les petits pois, les petits pois. La fédération, c'était logé par l'Automobile Club de France, 8 places de la Concorde. Alors, l'Automobile Club de France logeait la fédération dans un petit recoin, hein, parce que quand même, jusqu'en 68, l'ACF fournissait le président également. Alors, le président, à l'époque où j'ai connu, moi, la fédération, c'était M. Pérouse, un brave homme qui était de l'ACF, mais qui s'occupait pratiquement pas de moto. Et alors, comme employé, il y avait 2 ou 3 personnes à la fédération, et c'était tout. J'ai couru contre Monneret, à Paris. Monneret, c'était le super champion. J'ai couru contre lui. Ah oui, j'étais plusieurs années champion de France, mais la dernière année, j'ai perdu contre Beltoise, qui était plus fort que moi. Il était plus jeune d'ailleurs. Après-guerre, les gens, ils couraient avec n'importe... Ils s'amusaient avec n'importe quoi, hein. Au Bois de Boulogne, près de 100 000 personnes sont venues assister aux Coupes de Paris de l'automobile organisées par l'Agassi pour les réfractaires et maquisards. C'est un succès populaire sans précédent. Plus de 6 millions de francs de recettes sont déjà réalisés lorsque les motos ouvrent la ronde infernale. Se faufilant dans la chicane, virant à la corde aux tribunes, les motocyclistes donnent le frisson aux spectateurs. Et c'est bientôt l'arrivée du vainqueur de la Coupe de l'Île-de-France, le numéro 30, Perrin. Alors les circuits de vitesse, ça avait lieu jusqu'après-guerre, longtemps après-guerre, ou bien sur des circuits comme Montlhéry, Miramas, vous savez, dans le sud, ou bien en ville. La plupart des circuits se faisaient en ville, sur des circuits qu'on prenait pour la journée, hein. Il y avait des tas de circuits, il y avait Rouen, il y avait, bien qu'on courait aussi aux Essarts, évidemment, il y avait le circuit du Mans. Mais le circuit du Mans, à l'époque, n'était pas très penché sur la moto, hein. C'était surtout la voiture. En motocross, j'ai vu des gens courir avec des motobécanes, avec des motos à courroie, parce que la vitesse existait avant-guerre, et avant-guerre, il existait aussi les rallyes, les choses sur route, mais le cross n'existait pas avant-guerre. Ça s'est créé après-guerre. Le motocross qui fait fureur en Europe veut gagner les faveurs du public nord-africain. Et sur les postes de maisons carrées qui évoquent avec plus de douceur les célèbres buts de Montreuil aux portes de Paris, les as du motocross jouent les centaures modernes. L'art de monter, descendre, virer et sauter est démontré dans toute sa splendeur. Et pour finir, les sidecars apportent la preuve qu'on peut, même en motocross, prendre son bonheur à deux. Le trial, c'était la région parisienne, parce qu'on a dit que le premier trial, c'était dans la forêt de Fontainebleau, ensuite Saint-Cucufa, et tout le monde a eu envie, autour de tous les petits clubs aux alentours, mais vraiment aux alentours de Paris. Alors, il faut bien dire que tout ça, c'était vraiment amateur. La fédération avait regardé un peu ça, mais ça paraissait drôle, hein, c'est ces mecs qui allaient se rouler dans la bouillasse, et c'était ça la particularité du trial, c'est que c'est la seule discipline où il n'y a pas d'idée de vitesse. Et la course de vitesse en moto, c'est ça qui paraissait un petit peu... Alors, la fédération regardait avec bienveillance, mais c'est tout. Il a fallu plusieurs années
57 ou 58, ça ne me revient pas, mais enfin 57-58, là, il y a eu un règlement et un championnat. Mais jusque-là, c'était de l'amusement entre copains, quoi. Alors, c'était pas du tout facile, parce qu'à l'époque, il y avait des articles dans les revues moto où on voyait les enduros aux États-Unis, on voyait les épreuves dans le monde, où c'était confus, si vous voulez. Il y avait d'un côté les gens qui voyaient que l'enduro, c'était rouler à travers la campagne sans frein ni contrainte, en fait. Il y a même eu des propositions de faire Orléans-Paris au chrono. Orléans-Paris au chrono, avec arrivée sur le centre de Paris, sans parcours défini. Je ne sais pas si vous voyez l'ambiance. Le plaisir de la moto tout-terrain, c'est un plaisir de liberté, car on part dans la nature, absolument à l'aventure, dans des chemins qui sont plus ou moins fréquentés, plus ou moins abandonnés. Il y a donc une rencontre avec la nature d'ailleurs, parce qu'on passe dans des régions très très peu connues, des régions où il n'y a pas de tourisme. Par ailleurs, c'est un plaisir mécanique, c'est un plaisir acrobatique. C'est-à-dire qu'on domine une mécanique, vous comprenez, on l'utilise pour aller plus vite. Et on vole, on saute de bosse en bosse, on se met en travers. Le soir, on prépare sa moto pour aller encore un petit peu plus vite le lendemain. Et c'est vraiment très très agréable pour la plupart des gens qui habitent en ville, le dimanche de pouvoir s'éclater littéralement en toute liberté. On a organisé ça le 14 juillet 72. Et ça a été un immense succès à tous les niveaux sauf un. C'est-à-dire nous n'avons eu que 25 engagés. Alors 25 engagés pour une épreuve nouvelle, c'est évidemment très peu. La raison était très simple, c'est qu'il n'ayant jamais eu d'épreuve, il n'y avait pas de moto en France. Par contre, ça a été un tel succès populaire, enfin de journalistique surtout, je dirais populaire au niveau des populations, de l'accueil local, que le motoclub, au lieu d'arrêter en disant on perd de l'argent, a dit bah oui, c'est un essai, mais ça va marcher. C'est pas mal ça comme raisonnement. Et toujours est-il que l'année d'après, on avait 300 partants. Donc l'enduro est parti de là. Et au niveau de la Fédé, donc si vous voulez, il n'y a jamais eu tellement de problèmes, mais enfin il a fallu qu'ils acceptent une catégorie nouvelle. Ça s'est passé facilement. Puis ensuite, il n'y avait pas de commission, bien sûr. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis retrouvé à Paris en commission de trial qui s'occupait en annexe de l'enduro, si vous voulez. Le mot enduro a commencé à sortir à ce moment-là, d'ailleurs, dans les années 73-74, puis il y a eu un championnat de France en 74. Et donc, les commissions de trial étaient partagées. D'un côté, il y avait les modernes qui voulaient, bien sûr, qu'il y ait une nouvelle commission, puisque l'enduro devenait un sport important, et puis la catégorie des anciens, qui voulaient garder son précaré. Ils voulaient que le trial gère l'enduro. Mais ça n'a pas duré très longtemps. Dès 1975 à peu près, il y a eu une commission d'enduro qui a fonctionné toute seule. Dans la Ligue de l'Île-de-France, ou l'équivalent, parce que les noms ont plus ou moins changé, mais c'était la même chose, le président, c'était Roger Bouvet. Et moi, j'étais son trésorier. Et alors, j'étais le seul, on commençait à parler un peu argent. Les gens qui faisaient de la moto, ils n'étaient pas tous doués pour la monnaie. Moi, c'était mon métier. Et alors, en 65, il y a eu un mouvement d'émancipation, si bien que je ne sais pas pourquoi, ou le CF, je ne sais pas comment ça s'est passé exactement, mais M. Bouvet a été élu président de la fédération. Et lui, comme il était à la fédération, il me demandait conseil pour des tas de trucs financiers. Parce qu'il n'avait aucune notion, il devait être chef d'atelier chez Renault ou Citroën, je ne sais plus. Alors il connaissait bien la vitesse, parce qu'à l'époque, chaque responsable avait un peu son dada. Lui, Bouvet, c'était la vitesse. Il disait le cross, c'est rien du tout. Et après, lui, Bouvet a été victime. 4 ans après, c'est pas une victime, il a été vidé. Il n'a pas été réélu. Et c'est M. Le Sueur qui a été réélu. Et M. Le Sueur, qui était de l'Aigle, c'était un concessionnaire Peugeot de voiture. Il avait couru, lui, avant-guerre, il avait couru pour Peugeot, sur des Peugeot.
sur des motos Peugeot, parce que Peugeot patronnait des gens comme ça, enfin toutes les marques patronnaient des gens. Alors lui est arrivé à la fédération. Travail en commission au menu des congressistes, il s'agit surtout, lors de ces travaux, d'établir des calendriers, de revoir des réglementations. 7 commissions ont siégé, le motocross, le trial, l'enduro, la vitesse, commission médicale, commission des finances. Tous ces gens-là ont travaillé depuis mercredi soir, presque sans discontinuité. Et là, c'est l'époque où la fédération, il fallait changer de méthode, parce que la fédération avait d'abord été, depuis 68, rue d'Hauteville. On avait acheté un immeuble rue d'Hauteville. Alors l'immeuble, ça semblait un immeuble d'habitation, ça semblait magnifique quand on l'habitait, et quand on l'a acheté à l'origine, et puis 2 ou 3 ans après, la moto se développant à l'époque, il y avait 10 ou 12 employés, et il y avait des papiers dans tous les escaliers, partout. Il fallait changer, c'était une période de changement. Je veux dire, on était au crayon à papier, hein, à la machine à écrire encore, tout juste, on avait des trucs, on avait une imprimerie à la fédération, il fallait moderniser, et les gens étaient contre l'informatique, ceux qui ne connaissaient pas. Ils n'avaient jamais été formés, vous comprenez, et il y avait à la tête de la fédération trop de vieux. C'était comme un héritage. J'aime bien le mot évolution, car l'expérience de l'âge, l'expérience des choses fait qu'il faut évoluer, mais non révolutionner. Cela ne sert à rien, mais il est un fait certain qu'une génération est partie samedi dernier et qu'une nouvelle arrive. Je suis le président, mais entouré de tout un staff de nouveaux élus, de nouveaux présidents de commission. De cette fédération, à l'époque, moi je garde le souvenir, ce que j'ai fait, 20 ans d'amour de la moto, 10 ans à la fédération, ça a été de vouloir faire connaître la moto, non plus confidentiellement, mais grand public. C'est pour ça que les relations, la fédération à l'époque, on a fait des grandes remises de prix, on a fait des télévisions à tout va. On a eu la chance d'avoir des rapports extraordinaires avec des gens du système du business, à savoir mon ami Coluche, avec qui j'ai fait faire le record du monde de moto. Il faut savoir que ce genre de choses, Alain Prieur, qui a fait le record, tout ça, c'est des événements qui plaisaient au monde des médias. Bon, il faut savoir quand même que mon départ et mon successeur, ça a été une haine extraordinaire. Bon, le temps a passé. Aujourd'hui, ceux qui la dirigent sont des gens qui viennent du sport, qui ont été des dirigeants, des grands coureurs. Et moi, je suis très content que la fédération ait évolué. Et alors, évidemment, il y a une période difficile, parce que la fédération n'avait plus d'argent. Parce que l'argent était mangé. Enfin, toute période a ses difficultés. Maintenant, il y a eu Mougin qui a été un bon président. Bien, je suis arrivé à la Fédération française des motocyclistes par le motocross, puisque j'ai pris ma première licence en 1966 pour courir en 500 cm3 sur une machine Peugeot modifiée, fortement modifiée, pour passer ensuite sur un prototype Montesa, puis une Maïko, machine avec laquelle j'ai été champion de France junior en 1970. Ensuite, j'ai intégré la commission de motocross de la Fédération française de moto en 1980, c'était à l'occasion du congrès de Vittel. Puis en 1984, je suis devenu président de la commission de motocross jusqu'en 1989. Donc en 1989, il s'est passé des choses importantes à la tête de la fédération. Nous avons donc décidé, avec une majorité de membres du comité directeur, de convoquer une assemblée générale extraordinaire. Et suite à la démission de l'ancien président de l'époque, donc j'ai pu être élu à la présidence de la Fédération française de moto, donc en novembre 1989. Une très très bonne année pour la moto française, Jean-Pierre. Très très bonne année pour le motocross français, puisque nous avons obtenu un titre de champion du monde en 125, le premier dans l'histoire du motocross français, mais aussi bien sûr très bonne année pour la moto en général, puisque nous n'avons pas honte de le dire, nous avons fait mieux qu'à Séoul, et nous avons d'ailleurs édité une petite plaquette publicitaire pour montrer que dans la moto, nous avions aussi nos champions, dont 17 médailles d'or et 4 médailles d'argent sur l'année 88, et je crois que beaucoup d'autres fédérations sportives nous envieraient ce résultat. Et donc il a fallu se mettre au travail et faire en sorte que, tout en assurant la continuité dans les épreuves motocyclistes en France, l'organisation des grandes épreuves, la préparation de la relève de demain, il a fallu assurer également une gestion rigoureuse de la fédération pour retrouver certaines santé financières. Il a fallu plusieurs années pour cela, bien entendu. Alors en parallèle, la fédération a dû se réorganiser, a dû devenir beaucoup plus professionnelle. Ça a été marqué aussi par le recrutement d'un cadre d'État
qui a été la première expérience de la fédération avec un cadre technique mis à la disposition de la fédération par l'État. Il s'agissait d'un directeur technique national et donc nous avons pu créer une véritable dynamique, une organisation plus efficace et en même temps que le développement de nos pratiques, nous avons pu constater aussi un développement de nos licenciés et sur 10 ans on peut dire que le nombre de licenciés a été doublé à la fédération. En parallèle, les effectifs de la fédération ont également été doublés pour avoisiner environ 50 salariés. Et ça, on peut dire que ça a été vraiment une évolution très marquée, très marquante de la fédération qui nous a permis de devenir beaucoup plus professionnels, beaucoup plus efficaces. Et si j'avais un événement important à citer durant toute ma carrière de président, je citerais volontiers l'Enduro du Touquet. Il faut savoir qu'en 2005, ASO avait décidé de ne plus organiser ce fameux enduro. Et là, la Fédération française de moto s'est mobilisée et avec un petit groupe d'élus du comité directeur, après avoir analysé les conséquences, les avantages, inconvénients, nous avons décidé d'organiser nous-mêmes, nous fédération, l'Enduro du Touquet 2005 pour sauver cet enduro et de ne pas donner raison à certains écologistes. Et c'est tout à fait volontairement que j'ai décidé de passer la main à mon successeur et c'est vrai que Jacques Boll, l'actuel président, était tout à fait désigné pour me succéder. Et puis parce que c'est aussi un pilote de vitesse qui connaissait bien les organisations et qui savait manager une équipe et donc je pense que c'était le candidat tout à fait désigné pour me succéder. Il était élu sans problème. Et puis alors maintenant, le nouveau président, moi il me téléphone de temps en temps, hein, parce que c'est Boll qui aussi s'y est bien mis. Hein. Alors c'était un peu mon poulain. Bon. Il me l'a dit d'ailleurs, il m'a écrit. Et ajoutons-y quand même le sport, et en particulier Bernard Giroux, ce triplé français de qualité, Boll, Espier et Saran, c'était hier à Silverstone en 250 cm3. Oui, une catégorie qui réussit fort bien aux pilotes français. Il faut dire qu'ils sont aussi brillants que nombreux. Et à nos côtés, Jacques Boll, le héros de ce Grand Prix de Silverstone. Aujourd'hui, il y a du sang neuf à la fédération, il y a un conseil juridique, il y a pour voir tous les droits des pilotes, tout ça. Donc c'est quelque chose de beaucoup plus structuré, de tourner vers l'avenir, vers les jeunes. Il y a des écoles de moto pour les jeunes, il y a également des formules avec l'équipe de France Espoir, enfin, ça s'appelait comme ça, donc pour aider des pilotes dans toutes les disciplines à arriver également en Grand Prix ou au plus haut niveau. Donc il y a une vraie volonté de progrès et d'avenir aujourd'hui à la fédération et c'est quelque chose de vraiment nouveau et je me réjouis de voir ça. La fédération est active dans tous les secteurs et tous les domaines pour essayer d'apporter à ce sport et à la moto quelque chose de bien. Mais à mon époque, c'était pas tout à fait comme ça. Le sport moto, je l'ai découvert en 73 ou 74 à travers un motoclub, le motoclub de Lésigny, qui existe toujours aujourd'hui. On allait voir, au sein de ce club, on allait voir des copains courir, faire la Coupe des 4 saisons ou le Critérium. Donc on allait sur des circuits. Et c'est dans ce cadre-là que j'ai découvert donc, la compétition et que j'ai eu envie de courir dès que j'aurai l'âge légal. Donc à 16 ou 17 ans, j'ai participé au Challenge Honda, qui était une coupe de marque, que j'ai remportée. Et puis donc ça a lancé ma carrière. Puis après, donc j'ai couru en Grand Prix. Et puis au milieu des années 80, en 85, j'ai décidé d'arrêter de courir. J'avais été délégué des pilotes, donc j'étais connu à la fédération et Olivier de la Garoulet, qui dirigeait la communication à l'époque de la fédération, m'a proposé de me présenter aux élections. Je me suis présenté à la commission des courses sur route, j'ai été élu et puis ensuite j'ai pris la présidence de cette commission quelques années après et puis je suis devenu vice-président et puis en 2008 président de la fédération. Oui, bien soyons clairs, hein, le travail du président de la Fédération française de moto en 2013, ça n'a plus rien à voir avec le travail du président dans les années 50 ou 60. Aujourd'hui, tout d'abord, le président, il est là tous les jours à la fédération, puisque aujourd'hui la loi permet d'être indemnisé, ce qui n'était pas le cas avant. Avant, c'était illégal. Aujourd'hui, c'est possible. Donc le président, c'est un chef d'entreprise. Aujourd'hui, il y a 60 personnes à la fédération, si on inclut le personnel du circuit Carole. Donc c'est déjà une PME à gérer à ce titre-là. Et puis c'est un travail institutionnel. D'ailleurs, souvent, je dis aux gens, vous savez, je m'occupe
m'occupe plus guère de sport. En fait, je m'occupe d'institutionnalisation du sport. C'est-à-dire, je rencontre des politiques, je rencontre des assureurs, je rencontre quelquefois des chefs d'entreprise. Aujourd'hui, j'avais rendez-vous avec les gens de chez Honda, par exemple. Mais je rentre absolument plus dans la technicité du sport. Et quelquefois, je ne sais plus très bien quels sont les règlements même de la vitesse. Pourtant, j'ai dirigé cette discipline pendant fort longtemps. Mais ça, il y a des commissions qui gèrent ça, mais c'est plus le rôle du président. Oui, ben en termes de performance de nos sportifs, aujourd'hui, nos palmarès n'ont rien à voir avec avec les palmarès des années 40, 50, 60, 70. Prenons l'exemple de la vitesse. Les grands prix de vitesse ont été créés en 49. De 49 à 68, pendant 20 ans, on a remporté un seul grand prix. Le Grand Prix de France à Reims en 54. En motocross, aucune performance notable avant la fin des années 70. Et le premier titre, c'est Jacques Vimont en 86. Donc, je veux dire, on peut absolument pas comparer ce qui se pratiquait il y a 30-40 ans avec ce qui se pratique aujourd'hui. Et tout ça, hein, avec donc les nombreuses performances des dernières années, eh bien, c'est arrivé notamment grâce au travail de la fédération et aux structures que l'on a mises en place. Hein. Jean-Pierre Mougin, dès son arrivée en 92-93, a mis en place des structures, des équipes de France, une filière fédérale dans chaque discipline, avec l'aide des fonctionnaires que le ministère des Sports a mis à notre disposition. Et alors tout ça, ça nous a permis d'obtenir de très nombreux titres. Hein. En enduro, par exemple, on est champion du monde chaque année. Chaque année, on est champion du monde. Chaque année, on remporte les ISDE. On a pris de nombreux titres ces dernières années en motocross également. Bon, et on voit en trial aujourd'hui l'arrivée de jeunes qui remportent des titres destinés aux espoirs. En vitesse, Johan Zarco était vice-champion du monde tout récemment. Donc aujourd'hui, on constate que l'investissement de la fédération, que la fédération est présente dans la formation de ses sportifs et que cela paye, que cela nous permet d'être à haut niveau. On est sans doute l'un des 2 ou 3 pays les plus performants en matière de sport motocycliste dans le monde. Et bien aujourd'hui, l'axe majeur de la politique fédérale, c'est une politique de sauvegarde. Aujourd'hui, on est malheureusement contraint de travailler sur la sauvegarde de nos activités parce qu'elles sont clairement menacées. Hein. On est même contraint de racheter des terrains aujourd'hui parce qu'autrement ils disparaissent. Donc on a lancé une politique de rachat de terrains, notamment des terrains de motocross. Régulièrement, on a un service juridique très pointu, très efficace, parce que régulièrement on doit monter au créneau contre des préfets, par exemple, qui interdisent des manifestations. Et souvent, c'est uniquement parce qu'ils ont une pression d'une association écologique locale et ils préfèrent avoir la paix en interdisant les manifestations. Donc on est obligé, nous, d'engager des procédures en référé dans le juge administratif et très souvent, on obtient gain de cause. Très souvent. Donc voilà, c'est aujourd'hui, malheureusement, avec les problèmes d'assurance aujourd'hui qui apparaissent, c'est malheureusement l'axe majeur de notre politique. Moi, je préférerais que ce soit une politique essentiellement, voire uniquement axée sur le développement, mais on est d'abord obligé de sauvegarder nos activités. Et pourtant, malgré toutes ces problématiques, eh bien, on a chaque année plus de licenciés. Ça veut dire que la passion est toujours là. La passion qui m'a animé, moi, avec mes copains du motoclub de Lésigny dans les années 70, eh bien, elle est toujours présente. Et mon rôle, ma volonté, la volonté de la fédération, c'est de faire perdurer cette passion du sport moto. Je ne peux pas vous dire les détails de la carrière motocycliste, parce que vous savez, une carrière d'un demi-siècle, mais je peux vous dire que ça remplit ma vie. Sans ça, j'ai l'impression que ça aurait été catastrophique, invraisemblable. Évidemment, ça m'a obligé de me marier 5 fois parce que mes femmes me quittaient parce que je pensais qu'à la moto.